Alors, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live FEDESAP sur le Covid-19. Nous voilà parti pour une troisième saison, hein. Alors, bien sûr, comme principaux intervenants, vous aurez en guest star, bien sûr, Maître Alison Dahan et puis moi-même pour la réplique. Donc, écoutez, merci de vous être connectés relativement tôt aujourd'hui pour cause certainement, très certainement d'annonces présidentielles aux alentours de 20 heures. Alors, avant d'entamer un petit peu les points que nous souhaitions voir avec vous aujourd'hui, et avant bien sûr, mais peut-être je suis déjà trop bavard et je peux laisser un petit mot à Alison quand même. Merci Régis, mais toujours avec plaisir de vous retrouver. On aurait espéré qu'on n'aurait plus le besoin de vous retrouver en mars de cette année. Bon, ce n'est pas le cas, ça se poursuit. Et on espère qu'on arrivera à apporter quelques réponses intéressantes aux nouveautés et à vos éventuelles questions. Merci Alison. Alors, en propos introductifs, ils vont être en lien d'une part, bien naturellement, avec ce que nous souhaitons aborder aujourd'hui, qui est un petit point de situation sur un an après et au regard des questions qui sont posées tant à Alison, tant qu'au service juridique de la FEDESAP. Il nous semblait intéressant de refaire un petit point sur l'existant à aujourd'hui et plus particulièrement sur le télétravail, parce qu'il y a eu quand même des changements la semaine dernière et puis le travail est, alors j'allais dire, quasi obligatoire, mais là, on n'est pas forcément d'accord avec Alison. Mais en tout cas, il y a des fortes incitations de la part de notre cher ministre du Travail pour que tout le monde télétravaille. Ça, c'est le premier point. Ensuite, refaire un petit point ensemble sur les différents protocoles applicables aux services d'aide à domicile et plus globalement aux structures de services à la personne. Et on fera aussi un petit focus sur comment traiter les salariés cas contact, asymptomatique ou Covid positif, parce que là, la doctrine a évolué et il nous semblait intéressant de faire un point. Et puis, enfin, bien sûr, répondre à toutes vos questions. Et je profite que ce matin a été publié un décret sur l'activité partielle, prorogeant encore les maintiens des participations de l'État dans les indemnités d'activité, dans leur participation aux indemnités d'activité partielle jusqu'à la fin du mois prochain. Donc voilà un petit peu les sujets. Alors oui, juste avant ce live, nous étions en réunion avec Madame la ministre Bourguignon, donc ministre en charge des personnes âgées, et quelques précisions nous ont été apportées qui laisse présager ce qui sera éventuellement annoncé tout à l'heure. Alors, bon, je ne vais pas remplacer le professeur Salomon, je vous le rassure, je n'ai pas cette prétention-là, et moi je préfère Nabuchodonosor qu'à Salomon. Alors, au niveau des taux d'occupation des lignes de réanimation, les derniers chiffres nous sont donnés, et je crois qu'ils sont intéressants de les avoir en tête pour bien comprendre ce qui va se passer dans quelques heures. C'est qu'aujourd'hui, il y a un taux d'occupation national de 98,3% des lits de réanimation en France, avec des chiffres particuliers en Île-de-France où on a un taux d'occupation de 129%, dans les Hauts-de-France à 145% et en PACA à 118%. Donc, la première chose que l'on peut déduire de ces chiffres, c'est que s'il n'y a pas de confinement national, on est sûr qu'on regarde ces chiffres-là, c'est les chiffres qui nous ont été donnés et que de ces chiffres-là, on est au minimum dans ces 4 régions qui vont basculer dans un confinement comme on a connu au mois de mars de l'année dernière. Ça, c'est le premier élément. Alors, si potentiellement, ou si éventuellement, les écoles seraient amenées à fermer dès ce samedi, sachez d'ores et déjà que Mme Bourguignon a annoncé officiellement tout à l'heure que les salariés des services d'aide à domicile seront prioritaires et auront un accès prioritaire pour les modes de garde alternatifs qui seront mis en place, donc de la même façon que nous avions connu au mois de mars et avril de l'année dernière, où en fait il y aura les écoles n'accueilleront que les enfants des salariés prioritaires, et on a bien eu la confirmation il y a moins d'une heure de cela que nos salariés seront prioritaires et on va rester
normalement, mais il y a pratiquement sûr à 100%, sur le même process que nous l'avions connu au mois d'avril, c'est-à-dire sur présentation d'un bulletin de salaire ou d'une attestation de l'employeur, nos salariés pourront laisser leurs enfants dans les modes de garde qui seront réservés. Voilà un petit peu un point d'actualité là-dessus. Ensuite, d'autres points d'actualité, mais qu'on va réinsérer dans le point de situation sur les protocoles applicables. Et à aujourd'hui, alors pour faire très simple, nos structures sont soumises à 2 protocoles distincts. Un émanant du ministère de la Solidarité et de la Santé, qui est le protocole intitulé Service à domicile, accompagnement des personnes âgées, conduite à tenir par les professionnels du domicile. C'est le protocole en date du 10 mars 2021. Mais rassurez-vous, on fera un envoi d'ici la fin de la semaine de nouveau de ces protocoles si jamais vous les avez égarés. Et ensuite, un autre protocole qui fait beaucoup parler à l'ISON, qui est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 et notamment qui a été actualisé ce 23 mars dernier. Alors, pour ce qui est du protocole des services d'aide à domicile accompagnant des personnes âgées, quelques précisions. La première, comme vous avez pu le constater, ce protocole incite fortement les services à mettre en place des campagnes de dépistage hebdomadaires. Alors aujourd'hui, ce n'est absolument pas une obligation, je vous le rappelle, c'est simplement une préconisation. À ce titre-là, information qui vous a été communiquée il y a tout juste 1 heure, mi-avril, donc dans 15 jours à peu près, les autotests salivaires seront mis à disposition gratuitement des SAD en lien avec les ARS. Donc là, on reviendra vers vous la semaine prochaine parce que c'est là où on va nous communiquer plus en détail les modalités. Mais sachez que des autotests seront disponibles pour les SAD et ce à titre gratuit. Alors, ça nous permet, et puis je suis sûr qu'Alison va réagir, de faire un petit focus sur les mesures, entre guillemets, de santé à mettre en œuvre ou qu'il ne faut pas mettre en œuvre dans nos structures en tant qu'employeur. Et en cela, là, on vient de parler des campagnes d'autotest au Covid-19, mais aussi se pose la question de la vaccination. Et là, un rappel de principe au regard de la législation d'aujourd'hui. Étant donné que la vaccination, quel que soit le type de vaccin utilisé d'ailleurs, contre le coronavirus 19 n'est pas une vaccination obligatoire. Dès lors, il n'y a pas lieu à se substituer à l'État en organisant par exemple, des séances de vaccination en entreprise. Et plus loin que cela, dès lors que ce n'est pas une vaccination obligatoire, on reste dans le domaine du secret médical, du droit à la santé, et dès lors, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas interroger les salariés, d'une part sur est-ce qu'ils se sont fait vacciner ou est-ce qu'ils ne se sont pas fait vacciner, et est-ce qu'ils souhaitent ou pas se faire vacciner. Ce que vous pouvez organiser dans vos structures, et ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est mener des campagnes d'information. D'information dans le sens où ils peuvent se faire vacciner s'ils le souhaitent, d'autant plus qu'à aujourd'hui, ils sont prioritaires pour accéder à la vaccination, et les inviter à se rapprocher, alors pour nos salariés, soit des centres de vaccination, soit de la médecine du travail, et je vous rassure, normalement, mais les médecines du travail, étant ce qu'elles sont, c'est sans aucun frais pour l'employeur, je le rappelle, puisque eux sont indemnisés par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la vaccination Covid-19. Et enfin, suivant l'âge et la situation médicale de vos salariés, ils pourront se faire vacciner, je vous le rappelle, auprès de leur médecin traitant, auprès des pharmaciens, par une infirmière libérale, par exemple.
Et bientôt, et aussi, sachez-le, par les dentistes. Ouais. Les dentistes viennent d'être habilités à la vaccination, comme les pompiers d'ailleurs, et les laborantins. Voilà un petit point sur la vaccination. Et bien naturellement, le plus important, en aucun cas, vous ne pouvez communiquer, demander à vos salariés s'ils sont vaccinés ou pas, et bien naturellement, ne pas communiquer cette information à vos clients. Peut-être Alison, peut-être une petite réaction. Oui, effectivement. Alors, c'est sur la vaccination, il faut vraiment prendre en considération, comme l'a dit Régis, on est sur quelque chose qui n'est pas une vaccination obligatoire. Donc, comme ça n'est pas une vaccination obligatoire, il n'est surtout pas question de lancer des vraies campagnes de vaccination. Vous pouvez indiquer, par exemple, sur une note de service que dans le cadre de la campagne de sensibilisation du gouvernement, les salariés des SAD sont prioritaires, etc. Mais il n'est pas question que vous organisiez vous-même complètement ces campagnes. Dites-vous que, alors moi, de manière très pragmatique en droit du travail, on n'a pas de recul sur le vaccin, on ne sait pas quels vont être ses effets à court, moyen, long terme. Il n'est pas question qu'ensuite, les effets de cette vaccination soient reconnus comme étant accident du travail ou maladie professionnelle. Or, si c'est vous qui êtes l'instigateur total de la mise en place, on est sur quelque chose qui retombera sur l'entreprise. Le deuxième échelon, c'est que comme ça n'est pas quelque chose d'obligatoire, il ne faut pas non plus contraindre les salariés à la vaccination puisqu'on n'en a pas le droit en réalité. Ça veut dire qu'on peut communiquer uniquement sur le gouvernement nous dit que ce serait bien d'être vacciné, mais ça s'arrête là. Ça veut dire aussi qu'il n'est pas question effectivement d'aller communiquer sur qui est vacciné et qui ne l'est pas. Et le point suivant, puisque la question m'a été posée à plusieurs reprises dans le cadre de l'activité, c'est que même si les salariés sont vaccinés, pour le moment, il n'est pas question de décider ensuite, par exemple, que les salariés qui étaient en arrêt pour les cas à risque grave de forme Covid peuvent revenir travailler. Ça n'a pas de lien. Hein. Pour le moment, le message que fait passer le gouvernement, c'est faites-vous vacciner, mais on ne sait pas si ça vous protège, parce que finalement, c'est quand même un peu juridiquement, je vois Régis qui fait une tête. Mais oui, mais juridiquement, on ne sait pas si ça protège. C'est pour ça qu'on nous dit que les salariés qui sont vaccinés, pour autant, s'ils sont des cas à risque, forme grave, ne peuvent pas revenir travailler, etc. Ça veut donc bien dire qu'on n'a pas encore une communication claire sur ce terrain. Et au-delà de ça, quand même, de se rappeler que même si les bénéficiaires ou les clients ont très envie de savoir que les salariés sont vaccinés parce que ça les rassure, il en va des libertés de chacun. Pensez que c'est quand même le dossier médical de votre salarié en réalité. Vous n'envisageriez pas de communiquer un état de santé type un cancer ou autre maladie, pourquoi on irait ensuite expliquer l'état de santé du salarié et son état de vaccination sur des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Donc, il y a vraiment ce point où, pour moi, on ne communique surtout pas sur qui est vacciné et qui ne l'est pas. Et surtout, on se retranche bien derrière les campagnes du gouvernement pour expliquer pourquoi on engage à se vacciner. On a des questions, Régis, justement, C'est ça. là. J'allais y répondre. Alors, pour la première question de Sylvie, bonjour, pourquoi le CD nous demande donc notre taux de vaccination? Ah, mais si les départements connaissaient le droit, on se porterait que mieux. Et là aussi, le droit du travail, c'est aussi un droit qui leur échappe un petit peu. Et non, en fait, alors, leur demande se comprend puisque aujourd'hui, les différents ministères demandent des données consolidées de la couverture vaccinale des professionnels, notamment de santé. Or, à aujourd'hui, c'est une statistique que techniquement, on ne doit pas tenir. Parce que connaître le taux de vaccination de nos salariés, c'est donc leur poser la question. Oui. Donc, à la rigueur, ça pourrait être envisagé si on était sûr de garantir l'anonymat des réponses. Mais c'est honnêtement,
j'émets la plus grande réserve, même en garantissant l'anonymat des réponses, de la possibilité de l'organiser. Honnêtement, à aujourd'hui, je pense qu'il est plus prudent de répondre au département, sans aucune polémique, hein, ce n'est pas du tout la question ni le sujet, que de dire que simplement aujourd'hui, vous n'avez pas cette statistique, que malheureusement, au regard du droit du travail, vous ne pouvez pas tenir une telle statistique. Alors, pour la question de désolé que je vais appeler de Domidom, parce que je n'ai pas le prénom, il y a-t-il encore des critères d'âge pour être prioritaire? Alors, pour les services d'aide à domicile, il n'y a ni de critères d'âge, ni de critères de santé. C'est l'ensemble des salariés qui sont prioritaires pour une vaccination du fait de leur statut, qui est d'intervenir auprès de publics fragiles. Alors, les conditions de chômage partiel, Caroline, on en parlera tout à l'heure. On fera un petit point là-dessus. Autre élément, pour pas qu'on se perde dessus dans toutes les questions, mais surtout, n'hésitez pas à nous poser les questions et puis on y répond au fil de l'eau. Autre élément aussi qu'on voulait attirer votre attention, toujours cette fois-ci dans ce protocole d'intervention des services à domicile. Alors, il y a eu, c'est sur les EPI, donc sur les éléments de protection individuelle. À aujourd'hui, au protocole du 10 mars, le port du masque chirurgical est obligatoire. Voilà, on va le rendre simple. Oui, pardon, Alison. Excuse-moi, non, je disais, c'est-à-dire est obligatoire en toutes circonstances. Oui. Voilà, pour résumer la situation et pas se perdre dans les tableaux croisés pour savoir quel type de pays, à aujourd'hui, le masque chirurgical pour tout type d'intervention dans un service d'aide à domicile est obligatoire. Donc, on laisse de côté le protocole national qui concerne toutes les entreprises, et puisque là, ce protocole, du coup, du ministère de la Santé, étant plus exigeant que le protocole national, notamment sur cet pays-là, qui est le FFP1, il est rendu obligatoire. Il est obligatoire, donc excite les masques grand public. Se pose la question FFP1, FFP2. C'est un point qu'on normalement on devrait trouver avoir une position commune des différents ministères, j'espère début de semaine prochaine. Alors pour les jardiniers, normalement les marguerites ne devraient pas être contaminées. Pour autant, oui, on va plutôt avoir une problématique par rapport au protocole sanitaire du 10 mars qui fait un focus, si vous voulez, sur le covoiturage et la présence des salariés dans un véhicule, où là, ils imposent le port du masque, filtrant à plus de 90%. Donc, ça veut dire port du masque grand public catégorie 1 ou masque chirurgical, mais là, il n'est pas obligatoire, d'autant plus que le jardinier, suivant le type d'établissement, n'est pas concerné par le protocole du ministère de la Santé, puisque c'est une activité qui relève du régime de la déclaration. Et donc, l'employeur est un organisme de service à la personne et n'est pas un organisme de service à la personne et un établissement médico-social. Donc, sauf si vous allez du jardinage jusqu'à la prise en charge de la personne âgée, où là, en effet, on pourrait avoir un télescopage de statut. Mais pour le jardinier, honnêtement, à aujourd'hui, s'il est en contact avec la clientèle, et c'est port du masque, mais grand public, largement suffisant. Enfin, il n'y a pas, je n'ai pas de largement suffisant dans le sens sanitaire du terme, mais au niveau des protocoles. En revanche, je rappelle quand même, et je pense que Alison va profiter de cette mention-là, que quoi qu'il arrive, depuis le début, on vous dit qu'on a un cas de conscience avec ces masques grand public. Parce que c'est dans le milieu professionnel. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être fabriqués au regard de certaines normes. Pour autant, ils ne peuvent pas être considérés comme un EPI dans le sens où, où le masque ne bénéficie pas d'un certificat qualité
de satisfaction à une norme. Donc, c'est ça. Vous auriez des masques certifiés NF Service FFPA, ça existe, hein. On n'aurait pas de sujet. Mais aujourd'hui, les grands publics, oui, les matériaux employés et le mode de confection respectent une norme. Pour autant, est-ce que dans la conception, est-ce que dans la réalisation, ils respectent bien la norme? Là, il n'y a aucune garantie. Et il en va de votre responsabilité. Et je sais qu'on a toujours un problème intellectuel, en tout cas, des masques grand public dans un usage professionnel. Surtout dans le secteur service à la personne, en fait, où on a une connaissance là qui est plus étendue de nos obligations. On est dans des situations où il y aura plus de... Enfin, les contacts ne seront pas les mêmes. Donc, même si on n'est pas dans un SAD, est-ce qu'on peut envisager qu'on n'avait pas la connaissance que ce type de masque ne bénéficie pas vraiment d'une norme comme on le retrouve sur beaucoup de pays? Ça veut dire, de toute façon, pour moi, c'est pareil, on le dit depuis le début, c'est pas un EPI, le masque. Ça n'en est, enfin, le masque qui répond pas à des normes, etc., n'est pas un EPI. Donc, en toute hypothèse, ça veut dire que dans le protocole, si on suit le protocole national, on peut se satisfaire de la mise en place du masque grand public dès lors qu'il filtre à 90%, etc. Si on est sur une structure qui ne fait que du confort, à la limite, pourquoi pas. Par contre, une structure qui serait mixte, je suis plus réservée parce que ça veut dire qu'on ne protège pas les salariés de la même manière et qu'il y en a une partie qui auront des EPI et d'autres pas vraiment en réalité. Donc effectivement, Régis dit que ça pose un problème de conscience et intellectuel. Oui, je pense que là, le problème il est beaucoup plus important. Alors, pour répondre à la question de Caroline, est-ce que les babysitters auprès des enfants sont un public prioritaire pour la vaccination? Caroline, malheureusement, non. Parce que la garde d'enfants de moins de 3 ans ou plus de 3 ans ne relève pas du régime de l'autorisation, donc ne relevant pas d'un régime d'autorisation. L'employeur n'est pas considéré comme un établissement médico-social et dès lors, il n'est pas prioritaire pour la vaccination. Et pour répondre à Martial, est-ce que les gérants des sociétés des salles sont éligibles au vaccin comme les salariés? Comme tout le reste, hein, le gérant n'a droit à rien. Je dirais. Donc, malheureusement, à aujourd'hui, alors, je n'ai pas de précision, c'est une question qu'à la fin du live, je vais essayer de formuler auprès du ministère de la Santé, mais à ma connaissance, à aujourd'hui, n'ayant pas le statut de salarié, il y a une très, très forte chance qu'en fait, on refuse votre inscription en tant que gérant dans l'accès à la vaccination parce que vous n'allez pas pouvoir apporter la preuve que vous êtes un salarié prioritaire. Dans la pratique, j'ai une partie de clients qui est vacciné, gérant. Donc, en pratique, il y a des services de santé qui ont accepté ou des officines qui, quand on a fait les vaccinations de salariés, les gérants ont pu les faire en même temps. Donc, juridiquement, non, vous ne rentrez pas dans le cadre. Après, dans la pratique, ça peut s'envisager. On voit d'ailleurs là sur les Monsieur Magnin qui répond, il faut demander aux EHPAD, ils ont des doses en trop. Et effectivement, il y a en ce moment, si vous avez... si vous n'êtes pas loin d'un EHPAD, ça peut être intéressant parce qu'ils ont des doses en trop, c'est vrai. Et ils les donnent, hein, en fait. Oui, ils ne les vendent pas. On pourrait oui. le... Oui, ah oui, il pourrait. Ouais. Il pourrait les jeter aussi, on n'est pas à l'abri. Gérant qui fait du domicile aussi, gérant non salarié, on en revient au même... Il n'y a rien dans les textes pour le moment qui dit que le dirigeant de SAD, même intervenant terrain, a la possibilité de se faire vacciner s'il n'est pas dans les cas de comorbidité, d'âge, etc. En pratique, on sait que là, il y en a beaucoup qui arrivent à le faire, mais juridiquement, il n'y a pas de règle dessus. Alors, parce que le temps passe vite, donc on va changer un tout petit peu de sujet et on voulait revenir, alors toujours hein, dans ces protocoles sanitaires avant tout, on voulait revoir avec vous un petit peu les règles d'isolement concernant les salariés.
quand ils sont cas contact, lorsqu'ils ne sont pas cas contact ou positifs au Covid-19. Parce que, rappelez-vous, les services d'aide à domicile avaient une dérogation pour les salariés asymptomatiques de pouvoir continuer, alors asymptomatique et Covid positif, de pouvoir continuer à intervenir à une seule condition. Alors, c'est bien sûr les EPI adéquates, c'est pas ça bien naturellement, mais surtout, c'est que dès lors qu'il y avait un risque de remise en cause de la continuité de service, par dérogation et à titre exceptionnel, le salarié pouvait être maintenu en poste. Alors, suite à un nouvel avis du Haut Commissariat, du Haut Commissariat à la santé publique, cette dérogation n'existe plus. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, un salarié asymptomatique Covid positif ne peut plus être maintenu en activité, c'est-à-dire sur son lieu de travail, même si ça remet en cause votre continuité de service. Donc, à aujourd'hui, un salarié Covid positif, il ne peut plus être en situation de travail. Alors, vous pouvez le mettre en télétravail, il n'y a pas de sujet, mais sinon, en tout cas, il ne peut pas intervenir à domicile. Donc, quand je fais l'allusion au télétravail, j'évoque avant tout les salariés dits administratifs. Mais alors, attention, j'insiste, le maintien du salarié en poste de travail n'est plus autorisé. Par contre, un salarié cas contact asymptomatique, s'il n'a pas été déclaré cas contact ou s'il n'a pas été identifié contact tracking et qu'il n'a pas été mis en arrêt de travail, soit par la CPAM directement, soit suite à un appel de la CPAM dans le cadre des cas contacts, c'est auto-déclaré cas contact sur Amélie, ce salarié-là peut poursuivre son activité. En revanche, si le test est positif, à ce moment-là, il devra être mis en isolement et donc placé en arrêt de travail. J'en profite toujours pour faire un focus. Je vous rappelle qu'un salarié ne peut plus s'auto-déclarer cas contact. On ne peut se déclarer cas contact que suite à un appel de la CPAM. Il peut se mettre en auto-isolement, naturellement, et se déclarer sur Amélie, mais dans les 48 heures, il devra procéder à un test Covid et déclarer le résultat sur la plateforme Amélie. Donc, j'insiste bien là-dessus, c'est le plus important. Il n'y a plus de dérogation de maintien sur le poste de travail des Covid positifs. On a une question justement sur un cas contact test négatif qui reçoit consigne de s'isoler. Alors, le souci, c'est que s'il y a une consigne de s'isoler, c'est qu'il y a donc un arrêt qui a été délivré. Et là, la problématique que l'on va avoir, c'est qu'en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas aller à l'encontre d'un arrêt de travail. Normalement, sachez que lorsqu'ils font leur déclaration d'arrêt, il y a une case qu'ils doivent renseigner, c'est « Je suis salarié d'un établissement médico-social, d'un EHPAD à domicile ». S'ils cochent cette case, ça bloque la génération de l'arrêt normalement. Ils ne peuvent pas valider l'arrêt de travail. Encore faut-il qu'ils cochent bien la case. C'est ça. Mais là, malheureusement… Et puis honnêtement, contester l'arrêt, vu la durée de l'arrêt, voilà. Les montants engagés, à mon sens, oui, il n'y a aucun intérêt à aller le contester. C'est des procédures qui sont relativement longues et ça n'empêche que quand on conteste ce genre de choses, on est obligé de payer et ensuite, on peut obtenir remboursement. Il n'est pas question le fait de générer une contestation ne va pas permettre de ne pas commencer le paiement. Donc, ce sera fait. Est-ce qu'il faut compenser le salaire en cas d'arrêt? Oui, on est toujours sur ces abominables règles qui sont sans arrêt prorogées et qui font en sorte que les salariés qui sont arrêtés cas contact, Covid, etc., bénéficient du complément de salaire
pendant l'intégralité de l'arrêt de travail, et ce dès le premier jour, puisque le décret fait sauter, enfin les décrets, parce qu'il y en a eu plein, font sauter la période de carence pour la CPAM, et donc nous, on doit compléter les IJ de la CPAM, en fait. Par contre, c'est vraiment que si le salarié est arrêté parce que cas contact ou parce qu'il s'estime être cas contact, il doit faire son test dans les 48 heures. S'il ne fait pas de test dans les 48 heures, il ne pourra pas, de toute façon, être en arrêt. Voilà, donc je crois qu'en plus, voilà, comme ça, tu as profité de répondre, ça répond, je pense, à la question d'Olivier, notamment. Alors oui, Isabelle, c'est de l'hallucinance, il y a aussi de l'abus Covid, oui, oui, mais pas tant que cela, pas, enfin, proportion gardée, on va dire. Mais oui, il y en a, comme d'habitude, on le sait. Mais que faire d'autre? Enfin, là, l'exercice est difficile. Écoute, alors, oui, j'ai Isabelle qui réagit. Si, beaucoup chez moi, je sais, malheureusement, bah, c'est ainsi. C'est une période qui fait ressortir les différentes natures ou qui met en exacerbation la nature humaine. Alors, on va peut-être un petit peu maintenant attaquer un petit peu le télétravail parce qu'une forte pression pèse sur vos épaules pour placer vos équipes en télétravail. Mais pour autant, il est intéressant de refaire un petit point sur la réalité du droit au niveau du télétravail et notamment des différents protocoles. Et puis surtout, c'est quels sont les effets aujourd'hui par rapport à ces protocoles et comment vous devez réagir par rapport à cela dans votre entreprise. Alors, je laisse de ce pas la parole à Alison. Merci, Régis. Sur le protocole, on a vraiment une nouvelle version là qui essaie d'augmenter l'obligation de recourir au télétravail pour les employeurs. Vous avez eu intégré dans le fameux protocole sanitaire, on a une nouvelle mesure qui est intégrée et qui est relativement intéressante puisque on nous dit dorénavant que dans les départements listés à l'annexe 2, c'est-à-dire les départements qui ont ce qu'ils nous appellent actuellement les mesures renforcées, il faut définir un plan d'action. Là où c'est intéressant, c'est que comme d'habitude, le gouvernement estime que vous pouvez mettre en place ce plan d'action-là tout de suite maintenant et qu'il n'y a pas de délai. Donc, il faut vraiment se dire qu'on peut difficilement aller prétendre ensuite que comme l'information est un peu tardive, on ne l'a pas forcément mis en place. Et pour nous, on avait échangé avec Régis, la mise en place nous semble obligatoire, quitte à faire quelque chose de bien trop léger et alors, trop succinct, pas assez pratique, etc., et de pouvoir échanger avec un inspecteur du travail plutôt que de ne rien avoir. On est parti sur une deuxième information. La consigne est de nouveau le télétravail obligatoire sur 5 jours sur 5, avec par exception, si un salarié veut revenir dans l'entreprise, il peut revenir 1 jour par semaine. Évidemment, on le répète depuis le début du premier confinement, il n'est absolument pas envisageable de faire du télétravail pour les intervenants terrain, la question ne se pose pas. Et le deuxième élément, c'est qu'on a bien conscience que pour les équipes administratives, on ne peut pas faire 5 jours sur 5. Les structures de service à la personne, d'aide à domicile, ne sont pas dimensionnées pour ça. Il est tout à fait envisageable de considérer que vous ne pouvez faire du télétravail que de 1 jour, 3 jours, en fonction de votre type de structure. Par contre, ce qui est important, c'est d'arriver à expliquer que vous avez mis en place votre plan d'action et pourquoi vous avez mis un certain nombre de jours de télétravail. Pour ma part, c'est des choses que j'intègre déjà dans les DUER depuis bientôt 1 an. On avait fait le choix, nos cabinets, d'intégrer tout ce qui était télétravail dans le DUER. Et ça veut dire ici qu'on va pouvoir dupliquer ce qu'on a mis pour ceux qui ont des DUER qui comportent le télétravail comme étant un risque et comme étant, puisqu'il y a les deux, il est une mesure contre le Covid, mais il est aussi un risque d'isolement,
de burn-out, risques psychosociaux, etc. Donc, ces éléments, on vous propose de les basculer dans un document que vous appellerez plan d'action télétravail et dans lequel vous expliquerez que votre fonctionnement ne vous permet pas le télétravail à 100%. Ça, de toute façon, dans le secteur, la question ne se posera pas. Et dans un deuxième temps, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour mettre en place du télétravail dans la mesure que vous pouvez que vous pouvez mettre en place. Ça veut dire, au-delà de ça, que vous devez ensuite expliquer les limites de votre télétravail et dans un deuxième temps, ça va en corrélation avec attention au risque dans l'entreprise j'ai donc des salariés qui viennent travailler sur place, plan de circulation, explication sur il nous faut des horaires décalés de manière obligatoire, décaler les pauses, faire déjeuner les salariés à leur poste de travail, puisqu'on a un décret qui est paru le mois dernier, enfin, pour pouvoir faire manger les salariés à leur bureau, parce qu'avant, en fait, on n'avait pas le droit. Tout le monde le faisait, mais on n'avait pas le droit quand même. Et tout ça nous a fait découler avec Régis sur un deuxième temps sur le télétravail, sur la partie risques psychosociaux. Vous le voyez de plus en plus dans la presse en ce moment. On parle d'un côté du gouvernement qui met en avant le télétravail et de l'autre côté, on a en avant toutes les études qui commencent à fleurir, qui expliquent qu'en fait, le télétravail, c'est un isolement terrible, qu'il y a des salariés qui sont à deux doigts du burn-out, etc. Ça veut dire qu'il faut impérativement intégrer dans votre document unique d'évaluation des risques les risques psychosociaux pour le télétravail. Et ça peut vous permettre aussi d'expliquer ensuite les modalités que vous avez choisies en mise en place en fonction de ce type de risque. Alors, peut-être une précision dans le sens où il n'y a pas de formalisme qui a été posé pour l'élaboration de ces plans d'action. Donc, en fait, ça peut être une simple page recto-verso dans l'absolu. Et c'est la réflexion que nous avions avec Alison en préparant ce live, c'est, vu qu'il n'y a pas de formalisme, quels sont les éléments incontournables qu'on doit retrouver dans ce plan? Le premier, c'est identifier les postes dans votre entreprise qui peuvent être télétravaillés de ceux qui ne le peuvent pas. Et bien sûr, le justifier du pourquoi. Pour les postes pour lesquels le télétravail est rendu impossible. Dans ces cas-là, lorsque c'est dans des lieux collectifs de travail, donc c'est nos salariés administratifs par exemple, c'est notamment, alors là je n'ai pas encore parlé avec Alison, mais c'est dans la matinée que ça m'est venu, mais dans les différentes lectures qu'on peut avoir, il faut quelque part qu'on ait cette notion de taux d'occupation de la structure. Et notamment par rapport à votre capacité à assurer une distanciation physique, je vous rappelle, à minima de 1 mètre et de 2 mètres lorsqu'il n'y a pas de port du masque et notamment lorsqu'il y a des préparations, lorsqu'il y a la prise de repas dans l'entreprise. Et ensuite, si vous voulez, c'est surtout organiser les horaires de travail des salariés qui doivent se rendre dans votre structure. C'est-à-dire que vous devez étaler les horaires et prévoir, par exemple, que les salariés administratifs arrivent entre 8h30 et 9h15, les responsables de secteur entre 9h15 et 9h30 ou 9h20. Mais vous voyez, cette idée, quelque part, que vous avez pris en compte le risque de contamination possible dans l'entreprise et que vous avez mis des mesures en œuvre, sachant qu'il n'y a aujourd'hui pas de mesures particulières. On n'impose pas strictement de mesures particulières. C'est à l'employeur à prendre les mesures nécessaires. Oui, Alison. Oui, par contre, juste pour ajouter à ce que tu évoquais, on a quand même une obligation dans le Code du travail quand on change les horaires comme ça, l'horaire collectif, on est obligé normalement d'informer l'inspection du travail. Donc, il y a un moment aussi où tous ceux qui ne l'ont pas fait, ça va se voir. Vous voyez ? Si vous n'avez jamais informé l'inspection du travail de quoi que ce soit sur les horaires, on pourra toujours botter en touche ensuite en indiquant qu'on a oublié, qu'on est désolé.
Mais pour autant, il y a un moment, les contrôles là qui sont faits par l'inspection du travail, ils vont pointer qui est bon élève et qui ne l'est pas. C'est ce qui se passe actuellement avec les très grosses structures et certains secteurs d'activité où ils ont pointé qui n'était pas bon et maintenant, c'est là qu'ils vont voir. Donc, pour compléter le propos de Régis, horaire décalé, par contre, ce serait bien qu'on commence à, si on ne l'a pas fait, à prévenir un peu l'inspecteur du travail. Parce Alors, que, voilà. mais avant de le prévenir, avant de l'alerter, un autre point, juste un autre rappel aussi, c'est la place du CSE dans toute cette phase-là. Et d'abord, un principe, informer le CSE, ça ne veut pas dire une co-gestion avec le CSE. Une fois que j'ai dit ça, je vais plus loin. C'est qu'au regard des textes, mais je parle sur le contrôle expert et à la visée d'Alison, on ne demande pas l'avis du CSE. On les informe. Il ne faut pas que le CSE soit un obstacle à la mise en œuvre de mesures au sein de l'entreprise, notamment de ce fameux plan d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut démontrer qu'on a échangé, apporter la preuve qu'on a échangé avec le CSE sur ce que l'employeur va mettre en place dans le cadre de ses plans d'action. Mais ça, c'est une phase importante. Vous ne pouvez pas l'écarter du processus, par contre. Oui, tout à fait. On est obligé de consulter le CSE puisqu'il a une mission santé-sécurité. Pour ceux qui sont en entreprise de plus de 50 salariés, on est obligé de le faire dans le cadre, on a 4 réunions annuelles minimum qu'on consacre à santé et sécurité. Dedans, on doit évidemment parler de la gestion Covid. Pour ceux qui sont en moins de 50, il faut le considérer comme juste le caractère de mission santé-sécurité. Et dans tous les cas, même pour les sociétés de plus de 50 salariés, l'avis que le CSE pourrait rendre ne nous lie pas. On est obligé de leur demander ce qu'ils en pensent, mais en réalité, on n'a aucune obligation d'en tenir compte. Alors, il y a le côté dialogue social. Voilà. Alors, plusieurs questions qui vont me permettre de rebondir, notamment sur Fabienne qui me pose la question, peut-on argumenter contre le télétravail sans notre obligation d'ouverture du bureau au public? Alors, c'est justement un point qu'on voulait voir avec vous pendant ce live. C'est, alors attention, à aujourd'hui, les activités de service à la personne ne sont pas listées dans ce fameux décret comme un commerce essentiel et une activité essentielle. Dans le sens où, bien sûr qu'on peut continuer notre activité, mais qu'en ce qui est de l'ouverture au public, à aujourd'hui, nous ne pouvons pas être ouverts au public. À l'heure où nous parlons, à aujourd'hui. Alors, pour rien vous cacher, j'ai eu de nombreux échanges avec le ministère de l'économie en fin de semaine pour bien préciser ce point. Et on a torturé les textes dans tous les sens, dans les 19 départements pour lesquels il y a des mesures renforcées. Les structures de service à la personne au sens large, donc je vais parler des organismes de service à la personne, qui soient déclarés, agréés ou autorisés, ne sont pas listés dans les activités qui peuvent essentielles et qui peuvent rester ouvertes au public. Donc, dans ces 19 départements, pour l'instant, peut-être qu'il y en aura plus tout à l'heure, dans une demi-heure, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas être ouvert au public. Alors, attention, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas tout mélanger. Bien sûr que vous pouvez recevoir des salariés. Vos salariés, ce n'est pas le public. Mais par contre, vous ne pouvez pas, par exemple, recevoir des prospects, recevoir papy ou mamie qui veut des renseignements. Ça, aujourd'hui, dans les 19 départements qui font l'objet de mesures renforcées, vous n'êtes pas autorisé à ouvrir au grand public. Donc, vous ne pouvez pas l'opposer à l'administration pour dire que vous ne pouvez pas télétravailler. Mais Fabienne est en Ardèche. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en Ardèche il n'y a pas ils sont pas, il n'est pas concerné. En région lyonnaise avec la restriction. Donc, pour le moment, on est sur
on demeure sur l'ouverture au public. Dès lors, effectivement, pour moi, on peut quand même valablement expliquer qu'on a, on a notre continuité de service obligatoire, du coup, Régis, vu qu'on n'a Alors, plus mais procédé par... la quantité de service ne peut pas se justifier par rapport à l'obligation telle que nous a formulé la question qui était formulée. Alors, c'est vrai, j'ai résumé la question, mais la question a été plus précise. Elle était l'ouverture au public du fait de notre obligation d'ouverture au public de 5 jours sur 5. Non, je suis d'accord avec vous, mais là, c'est l'ouverture au public, malheureusement, n'est pas possible à aujourd'hui dans les 19 départements dont les mesures renforcées sont mises en œuvre. Malheureusement. Mais par contre, vous pouvez accueillir vos salariés dont la présence est rendue nécessaire pour notamment l'astreinte téléphonique, organiser les plannings, remettre les clés aux intervenants, remettre les EPI nécessaires pour les interventions. Donc, vous voyez, là, on a de quoi justifier sans aucune difficulté la présence de nos salariés dans nos structures. Là, je suis relativement serein sur ce fait-là. On peut facilement le démontrer. Et c'est ce que vous allez inscrire dans votre plan d'action. C'est au motif qu'il faut organiser les plannings, qu'il faut réagir à toute problématique pour la quantité de service, qu'il faut remettre les EPI nécessaires aux interventions, qu'il faut gérer les clés. Ça justifie la présence de vos salariés responsables de secteur, ainsi de suite, dans la structure. Mais pour autant, vous devez avoir un écriteau fermé au public. Mais rien ne vous interdit, par contre, à recevoir vos salariés. Alors, avec un soupçon d'humour, Jean-Sébastien nous disait, mais oui, mais étaler les horaires d'arrivée, si on est plus de 100, il y en a pour la journée. Ben oui, mais ça, c'est le sort des grandes entreprises de tout le monde depuis maintenant plus d'un an. Alors, trop de proportions gardées. Vous faites 2 créneaux échelonnés de 10 minutes, on est plus de 5 minutes. C'est plus la forme, ce n'est pas un minutage, c'est-à-dire qu'une catégorie de salariés, elle peut venir entre 8h30 et 9h, et la seconde catégorie entre 9h et 9h10, par exemple. C'est juste organiser les flux. Oui, Alison. Pardon. Non, c'était juste pour compléter ton propos. Et qui plus est, les structures du type de Guillaume Richard ont bien plus d'obligations de mise en place du télétravail, puisqu'on a des services dédiés au niveau administratif qui ont tout à fait la faculté de se mettre en télétravail. Je le vois sur les structures qu'on a en client au cabinet, qui sont certaines de grosses structures. Il y a quasiment plus personne en fait dans les locaux parce que l'organisation est faite de... Enfin, le travail est déjà organisé pour ça. On a de la négociation collective en masse qui a déjà réglementé le télétravail, des équipements, etc. Donc, je pense qu'en réalité, en plus, ils n'ont pas les mêmes problématiques au quotidien là-dessus. Alors, pour répondre chez eux qu'on ira d'abord. L'inspecteur du travail ira d'abord chez eux. Tout à fait, exactement. Alors, pour répondre à une question de Didier, quid des visites à domicile? Alors, à domicile, c'est un prospect. Donc, ce n'est pas un grand public, déjà. Et puis ensuite, ce n'est pas dans un lieu collectif. On se rend à son domicile dans le cadre, je dirais, d'une potentielle future intervention. Donc, on n'est pas dans le même cadre juridique. L'ouverture au public, c'est vraiment les établissements, s'adresse aux établissements au ERP, c'est-à-dire aux établissements recevant du public. Après, notre activité n'est pas interdite. À aujourd'hui, on n'a pas encore interdit les activités. Donc, dans le cadre de nos activités, se déplacer à domicile pour évaluer les besoins d'une personne qui n'est pas encore un client, à mon sens, n'est pas problématique dans le sens où c'est étranger à cette notion d'ouverture ou de fermeture au public. C'est autre chose. Tu voulais peut-être réagir, Alison? Non, moi, je ne me pose même pas la question. J'applique bêtement mes protocoles. Et si j'applique mes protocoles, et ben en fait, tout simplement, je vois aucune difficulté pour se rendre au domicile. Il n'y a rien qui l'interdit. Ce qui est interdit, c'est l'ouverture au public. Maintenant, la visite à domicile, bah ça, j'ai rien dans les textes, j'ai pas trouvé d'éléments dans les décrets, et pourtant j'en lis tous les matins. Donc, c'est bon. Moi, je m'arrête là. Avec la ricorée, c'est l'ami du matin, le JO. Voilà, c'est notre ami du matin avec Régis, tous les matins, Régis France. Donc, j'ai rien lu là-dessus, du coup.
Donc, Alors, ça s'applique. oui, naturellement, les réunions avec les salariés sont toujours interdites. Ouais. Oui, de fait, oui. Ouais. Moi, je suis. Même, Ouais. alors, après, on peut appliquer la jauge. Dès lors que la réunion est nécessaire pour l'exécution du service et que vous êtes en capacité de respecter la jauge toujours applicable en sein de l'entreprise, à ce moment-là, oui, et que toutes les consignes sanitaires peuvent être respectées, oui, Fabienne, les réunions salariés peuvent être organisées, mais dès lors que vous puissiez garantir l'ensemble des gestes barrières et C'est-à-dire une distanciation d'1 mètre entre chaque que salarié. ça dépend vraiment des types de locaux et après aussi des types de personnel. Nous, on a vu au cabinet des SIAD avec des intervenantes qui n'ont pas tout le matériel pour pouvoir faire des réunions comme là, en visio ou autre. Et au bout d'un moment, on a relancé des réunions en présentiel avec les distances, les gestes barrières, etc. parce qu'il en allait de la continuité du service et de la qualité du service. Mais c'est des conditions qui sont très, très strictes et il faut exclure. Là où c'est compliqué, c'est qu'on a quand même dans le protocole, le maître mot, c'est que les salariés ne se croisent jamais, qu'ils soient seuls au travail. Ce mot seul, on le retrouve partout. Enfin, c'est même assez, enfin, il est devenu hyper triste ce protocole. Même pour les déjeuners, il est écrit le salarié déjeune seul. Donc même si, enfin, tous ces éléments-là doivent vous conduire à vous dire, si j'ai une réunion à mettre en place, ça veut dire qu'il faut vraiment respecter toutes les normes au maximum et ne vous en servir que par défaut et pouvoir la justifier, en fait. Ça. Donc oui, Jean-Sébastien, pour répondre à ta question, exactement, il faut découper les réunions, démultiplier vos réunions pour que vos effectifs en permanence respectent et la jauge et les gestes de distanciation physique notamment. Et après, oui, si on prend par exemple une réunion pour mettre en place la télégestion, bien naturellement, ça se légitime puisqu'il y a des expressions techniques, il y a des cartes à remettre. Donc, il n'y a pas de sujet. Vous pouvez organiser des réunions de salariés, j'entends bien. On pourra toujours la justifier. Je ne suis pas inquiet sur le motif qui nous permet de réunir le salarié. Bon, c'est sûr, hein, si c'est pour Pâques, ça va poser un problème. Hein, je ne vous cacherai pas. Mais sinon, avant tout, hein, votre maître mot, c'est est-ce que je suis en capacité à assurer les gestes barrières ou pas lorsque j'organise ma réunion? Voilà, c'est ça, honnêtement. Et n'oubliez pas que dans le nouveau protocole sanitaire, notamment, j'y pense parce qu'Alison parlait de la prise de repas, il y a cette obligation de manger en quinconce qui est écrite. Elle existait, mais elle était mal appliquée. Du coup, ils l'ont carrément ajouté de dire quinconce, 2 mètres, et ça veut dire qu'autour de chaque salarié, ça fait 8 mètres carrés. Voilà. Mais la propagande le dit tout le temps, là, hein. Le salarié déjeune seul. Donc, il y a vraiment cette notion de 8 mètres carrés par salarié qui revient. On va dire que si vous voulez être serein, prenez la surface de votre salle de réunion, vous la divisez par 8 et ça vous donne le nombre de salariés possible au même moment. Bah, si vraiment on veut être rigoriste. Donc vous voyez, 8 mètres carrés, par salarié, vous ne réunissez pas beaucoup de salariés, quoi. Bon, je ne vous dis pas que c'est impératif, ces 8 mètres carrés, mais ayez-le en tête. Oui. Régis, on voulait faire un petit point sur le chômage partiel, tu avais dit. Oui. Alors oui, l'activité partielle. Alors, plusieurs choses. Alors, sous réserve de futures annonces qui vont être faites par le président de la République et éventuellement des modifications de la législation, à aujourd'hui, l'activité partielle de nos salariés, notamment du fait d'une baisse d'activité, peut encore concerner certains d'entre vous. Et à ce titre,
notamment du fait de la baisse d'activité. Je pense avant tout pour la garde d'enfants. Parce qu'après, sur les services à domicile, justifier une activité partielle pour une baisse d'activité, ça me semble un peu plus difficile économiquement à démontrer à aujourd'hui, d'une façon générale. Après, bien sûr, ça n'exclut pas les spécificités et les cas individuels. Pour autant, notre sujet d'alerte avec Alison, c'est que subitement, on s'est quand même dit qu'il allait y avoir un sujet qui allait se présenter à nous d'ici la fin du mois. C'est que, hormis tous les cas de recours à l'activité partielle, où là, ils n'ont pas changé, ce n'est pas vraiment notre sujet, c'est qu'il y a un principe général qui s'applique à la déclaration d'activité partielle de l'entreprise et qui vous permet donc de positionner des salariés en activité partielle, c'est qu'une entreprise ne peut pas être en activité partielle plus de 12 mois. Or, on est au mois de mars 2021 et les premières demandes d'activité partielle ont eu lieu en mars 2020. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, pour les tout premiers qui ont fait des demandes d'activité partielle l'année dernière au mois de mars, ils vont arriver aux 12 mois. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus la faculté, à partir du 1er avril, donc, de continuer à maintenir des salariés en activité partielle. Alors, c'est une alerte qu'on lit. Alors là, aujourd'hui, c'est une note que je suis en train de préparer au cabinet du ministre du Travail et de la Santé pour voir comment on peut déroger à cette règle des 12 mois spécifiquement pour certains services d'aide à domicile. On ne peut pas le généraliser à toutes les entreprises de France parce que là, on n'aura pas gain de cause. Donc, on va y aller exclusivement pour les services d'aide à domicile. Alors, du coup, est-ce qu'on peut les rappeler? Ben non, c'est que je parle sous couvert d'Alison, mais malheureusement, je n'ai pas en mémoire de base légale qui nous permette d'excéder une durée de 12 mois de mise en activité partielle. Alors, peut-être qu'Alison va pouvoir compléter et peut-être me dire que je viens de vous dire une bêtise, mais de tête, je ne vois pas de possibilité, dans le cadre de l'activité partielle stricte telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'excéder 12 mois. Alors après, il existe d'autres solutions qu'Alison va vous exposer très, 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 très brièvement. Et par contre, alors oui, je vois une question passer, les salariés isolés. Alors non, c'est une activité partielle, je dirais, sui generis, qui n'est pas impactée par cette mise en activité partielle de l'entreprise sur 12 mois. Et je cède la parole à Alison qui adore ce sujet. Ah oui, l'activité partielle, c'est ma passion. En fait, effectivement, sur l'activité partielle, je rejoins Régis. Pour moi, il n'y a pas de texte qui va nous permettre là de dépasser la durée des 1 an. Pour autant, en réalité, comme les structures services à la personne, hormis ceux qui sont du secteur garde d'enfants, n'utilisent normalement à ce stade l'activité partielle que pour des salariés isolés ou autres. Et ces cas-là, ce sont des cas à part qui ne nécessitent pas des autorisations spécifiques. Pour autant, effectivement, on l'avait évoqué avec Régis en préparant ce live, si aujourd'hui vous avez encore recours un peu à l'activité partielle en dehors des salariés isolés, c'est vraisemblablement qu'il va falloir se poser des questions sur du plus moyen ou long terme. Le dispositif d'activité partielle, il est là vraiment pour prendre le relais à un instant T, mais il ne peut pas s'inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'en principe, on serait étonné que le gouvernement prolonge ces délais-là de recours à l'activité partielle, parce que ce que visera le gouvernement, c'est à vous faire tomber ensuite sous un deuxième régime qui s'appelle l'activité partielle longue durée. Attention, l'activité partielle longue durée, pour nous, elle ne trouvera pas application dans le secteur service à la personne aide à domicile parce que nous n'arriverons pas à répondre à ces conditions classiques. Si vous mettez en place de l'activité partielle longue durée, donc de l'APLD, il y a un deuxième problème qui est ensuite qu'on est limité en termes de licenciement et notamment licenciement pour motif économique si l'activité chute et qu'ensuite ça peut générer des remboursements. Donc, pour ma part, j'évoquais avec Régis le fait que je ne recourrai pas à de l'activité partielle longue durée dans vos situations. Pour ceux qui pourraient voir des difficultés perdurer, j'utiliserai soit bêtement un motif économique pour abaisser les effectifs et repartir
en fait sur une base plus saine, soit si on n'en est pas là, vous avez quand même plein de dispositifs qui existent et qui ne sont absolument pas mis en avant en ce moment par le gouvernement, puisque ce sont des motifs de rupture de contrat. Vous avez la rupture conventionnelle collective que l'on peut proposer aux salariés pour abaisser le nombre de la masse salariale sans avoir à recourir à du licenciement classique. Vous avez les accords de performance collective, etc. Attention par contre, tous ces modes-là nécessitent un accompagnement qui soit important parce que vous avez toute une partie qui va sortir de la négociation collective. Donc ça veut dire qu'il vous faudra échanger avec les représentants du personnel, mettre en place éventuellement un accord avec les représentants, etc. Il y a des plans qu'on devra présenter à la directe, donc c'est pareil, ils sont validés. Mais c'est la conclusion que l'on avait avec Régis qui était de ne pas se servir du dispositif d'activité partielle longue durée qui nous semble totalement inadapté parce que, pour vous le dire en un mot, l'activité partielle longue durée, en principe, c'est une réduction du temps de travail pour chaque catégorie. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une catégorie de salariés, je suis censée faire la même réduction. Or, dans le secteur aide à domicile et service à la personne, nous ne fonctionnons pas comme ça. Les salariés ont des secteurs géographiques, des plages d'indisponibilité, etc. Ce qui fait que vous risquez d'avoir une salariée sur laquelle vous allez vouloir baisser beaucoup et un autre moins, en fonction des contrats, entre guillemets, qui lui sont attribués. Ce qui n'est pas possible dans le dispositif. Si vous faites quelque chose qui n'est pas envisagé dans le dispositif, ça veut dire qu'ensuite, en cas de contrôle de l'inspection du travail, et on sait que les inspections du travail en ce moment sont très occupées à ces contrôles, on a beaucoup de structures qui les ont eus, dans cette hypothèse, les condamnations sont des demandes de remboursement. Et on a Delphine qui nous met « les restaurateurs vont rigoler », mais les restaurateurs ont un dispositif spécifique, en fait. Tous ces secteurs-là sont des secteurs sinistrés, les restaurateurs, les bars, la culture, etc. Et donc, eux n'ont pas les mêmes, auront des possibilités supplémentaires. Voilà. Alors, comme le temps file très, très, très vite, on va prendre peut-être les dernières questions. Alors, Eric, on peut quand même placer en acte partiel pour école fermée quand un des deux parents ne peut pas continuer de travailler? Non, non. Non. Ah non. C'est déjà pas possible aujourd'hui. C'est déjà pas possible aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va réactiver? Alors, peut-être. Alors, par contre, comme là ce soir, on est vraiment dans une période incertaine, on ne sait pas ce qui va être annoncé tout à l'heure, on a des petites idées, mais pas avec de certitude. Alors, peut-être qu'en effet, tous ces premiers dispositifs que nous avions connus en mars-avril 2020, peut-être qu'ils vont être réactivés et en effet, peut-être que demain, Eric, si l'un des deux parents ne peut pas continuer de travailler, il pourrait être mis en activité partielle. Mais j'ai un gros doute parce que, par contre, ce qui est sûr, c'est que ce soir, on a annoncé que nos salariés seront prioritaires pour se faire garder leurs enfants. Donc, je ne vois pas comment ils pourront être éligibles à l'activité partielle dès lors qu'il y aura obligation d'accueillir leurs enfants. Alors, c'est dans le courrier de la CPAM. Tant mieux, mais vous savez, dans tous ces organismes de droit privé, on voit plein de choses. Par ailleurs, par l'anecdote, pas plus tard qu'il y a 2 jours, la CRAMIF Île-de-France a sorti un fabuleux protocole pour les services à domicile qui m'a mis hors de moi, qui nous a ressorti le coût du 4 heures et du sandwich pour nos salariés en période de Covid. Donc oui, c'est pas parce que la CPAM ou d'autres organismes éditent des choses. Alors après, ça peut venir en complément. La CPAM, c'est un gestionnaire de droit privé. S'il ouvre des droits pour des choses particulières, tant mieux, je dirais, Eric. Si la Caisse primaire d'assurance maladie prend au titre de l'assurance maladie en charge des arrêts de travail pour le fait qu'on ne peut pas garder ses enfants, très bien, mais ce n'est pas l'activité partielle. L'activité partielle, c'est l'État. Les arrêts de travail, c'est l'assurance maladie. Donc, si l'assurance maladie décide de prendre cette décision, tant mieux. Plan de télétravail, doit-on le remettre à un organisme?
Oui, alors je n'étais pas sur cette question. Ah, d'accord. Alors, je réponds à cette question et après, je te laisse répondre. Alors, non, ce n'est pas un document qui est à communiquer. Par contre, il faut qu'il soit porté à la connaissance des salariés. C'est le prérequis, à tout le fondement de ce protocole sanitaire, c'est l'information au niveau des salariés. Donc, faites les choses très simples. Ce qui est important, c'est que lorsqu'il y aura ou quand il y aura un contrôle de l'inspection du travail, il faut que vous puissiez lui montrer que vous vous êtes interrogé, que vous avez réfléchi à penser comment organiser le travail dans l'entreprise. Donc, votre plan d'action télétravail, ça peut tenir sur un A4 recto verso et ça suffit pour amorcer le dialogue. Alors, bien sûr que peut-être que l'inspection du travail va trouver ça un peu juste. Mais en droit, pour une fois, il va être très désemparé. Il ne va pas être armé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? L'acteur du travail, il va peut-être vous dire, en effet, votre protocole, votre plan d'action, il manque tel élément, je vous invite à faire. Si dans l'absolu, alors là, on va avoir des petites divergences avec Alison. Si après, il veut aller plus loin, c'est-à-dire on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui peut m'arriver si je n'ai pas fait mon plan d'action ou pour la mise en place du télétravail en entreprise ou si ça ne correspond pas. Alors, plusieurs stratégies. L'inspecteur du travail, déjà, dès lors que vous avez fait un plan d'action, de but en blanc, il ne peut pas sanctionner en tant que tel, déjà. Parce que le télétravail n'est pas obligatoire pour l'instant. Maintenant, si le ministre prend un décret, ce serait une autre chose. Mais aujourd'hui, il n'est pas obligatoire. Donc, l'obligation, c'est de mettre un plan d'action qui démontre, parce qu'on estime qu'on repose toujours sur l'obligation générale qui pèse sur l'employeur, la protection de la santé au travail. Et que comme on a identifié le lieu de travail comme un lieu de contamination possible, comme d'autres, l'employeur doit mettre en place des mesures pour protéger le salarié et l'informer du risque. Donc, il y a ce deux volets-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ce plan d'action, il faut que vos salariés en soient informés. Donc, ça peut être fait par un fichage, par exemple. Je ne vous dis pas de faire une note de service. Hein. Je vous dis simplement de l'afficher, par exemple, et puis terminer. Mais en cas de contrôle, vous montrerez votre plan d'action. Si l'inspecteur du travail trouve que ce n'est pas suffisant, il vous fera un gentil courrier vous enjoignant de réfléchir. Si ça ne lui convient pas, potentiellement, il peut vous faire une mise en demeure. Et c'est là où après, on va avoir des petites divergences avec Alison. C'est jusqu'où ça peut aller. À mon sens, ce que pourrait faire au maximum un inspecteur du travail, c'est sous la forme de référé, sans remettre au juge pour éventuellement que le juge vous enjoigne de mettre en place des actions. Mais là, je laisse le juge, je laisse bon courage pour argumenter en droit ce qu'il va pouvoir enjoindre à un employeur. Et est-ce que ça peut aller jusqu'à la fermeture administrative? Ben là, vaste débat entre Alison et moi, on n'est pas d'accord. En fait, oui. On pense pas. On pense pas. Il y a eu aujourd'hui, on a vu là dans la presse, c'est la Massif qui se retrouve dans la ligne de mire de l'inspection du travail. C'est le premier litige qu'on a sur l'inspection du travail qui a saisi le tribunal judiciaire en référé. Ouais. Mais bon, premier litige en plus d'1 an, c'est la première fois qu'ils arrivent à saisir une juridiction. Moi, je reste vraiment dubitative. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'une fermeture administrative et peut-être parce qu'on relève du secteur aussi parce que en tant que SMS, etc., il y aurait peut-être plus de possibilités qu'une structure classique. À voir. Moi, je pense que si vous voulez, c'est ce qui a changé vraiment, c'est quand ils ont mis à jour leur protocole sanitaire, ils ont mentionné les plans d'action comme un moyen de protection, comme un moyen qui relève de la prérogative de l'employeur de prévention et de santé au travail. Et je pense que c'est plutôt l'absence de plan qui va être problématique, mais dès lors que vous avez un plan, mais si vous me permettez l'expression, qu'est-ce qui peut écrire des bêtises dedans, c'est pas gênant, et c'est beaucoup moins gênant de l'absence de plan. Ce qui va être problématique, c'est qu'il n'y a pas de plan. Il y a un plan, mais il est perfectible. Et il n'y a pas de sujet. Oui. Si vous n'avez pas de plan à montrer lors d'un contrôle, c'est là où, par contre, vous vous exposez, je pense, à éventuellement un référé. Ou une mise en demeure. Je pense une mise en demeure avant, quand même. Il faut retenir, pour la Massif, ils ont eu plusieurs mises en demeure avant le référé.
Donc, on a vraiment des échelons, ce qui fait que le risque, il est quasi nul à ce stade si on a un plan d'action. C'est ça. Peut-être pour répondre à Caroline sur les 12 mois de chômage partiel qui sont renouvelables, effectivement, vous nous joignez le texte, mais dans le texte, il est bien écrit que l'autorisation d'activité partielle est accordée pour une durée maximale de 12 mois renouvelables, sous réserve que l'employeur prenne des engagements en matière d'emploi, de formation, de GPEC, etc. Ce qui actuellement n'est pas du tout le cas, hein. Soyons clairs, aujourd'hui, vous avez tous fait une petite demande sur Internet, vous avez mis baisse de chiffre d'affaires, baisse de clients, boum, et c'était parti. Là, si vous voulez dépasser le cadre, ben, vous allez vous retrouver avec des différents engagements. Et c'est pour ça que l'idée ne nous paraît pas pertinente. Voilà. Et curieusement, pour ces engagements-là, c'est curieusement ceux qu'on doit retrouver, qu'on doit notamment, c'est les éléments que doit comporter un accord d'activité partielle longue durée. C'est les mêmes engagements. Alors qu'il y en a plus hein, dans un accord longue durée, puisque je vous rappelle qu'il faut financièrement contribuer hein, dans un accord d'activité partielle longue durée. Alors, est-ce que les gérants non salariés doivent être mentionnés dans le plan d'action? Je dirais le gérant n'étant pas salarié, non. Mais vous pouvez tout à fait le mentionner si vous le souhaitez. Y compris les intervenants qui ne sont pas concernés. Alors oui, Delphine, c'est très important. Dans votre plan d'action, vous allez devoir identifier les salariés pour lesquels le télétravail est possible, des salariés pour lesquels le télétravail est impossible. Donc, bien sûr que vos salariés intervenants à domicile, ils doivent être inclus dans votre plan d'action en précisant que du fait de la nature même de leur intervention, ils ne peuvent pas télétravailler et qu'ils seront amenés pour les besoins du service à être présents temporairement dans l'entreprise, puisque alors, le travail, c'est le domicile, donc il n'y a pas de sujet. Mais par contre, ils peuvent être amenés à être dans l'entreprise pour prendre en connaissance des protocoles d'intervention, des remises de clés, les EPI nécessaires à l'intervention. Donc oui, Delphine, il faut le prévoir dans son plan d'action. Le salarié intervenant à domicile, il faut qu'il y ait des mentions dans son plan d'action. On dise pourquoi quand il ne télétravaille pas. Il ne télétravaille pas parce que la nature même de ses tâches ne lui permettent pas de télétravailler puisqu'il intervient au domicile de particuliers, qu'il peut être amené à être présent dans l'entreprise pour les besoins de service, et prendre quelques exemples. Mais oui, donc Delphine, vous pouvez faire l'économie de ne pas les citer. Et peut-être pour en finir sur l'activité partielle, nouvelle question. Si on n'a pas eu recours à l'activité partielle depuis le mois de mai, on rentre encore dans les 12 mois où est-ce qu'ils ont sauté. En principe, vous allez pouvoir rentrer dedans. Par contre, attention, aujourd'hui, les demandes d'activité partielle, c'est 3 mois maximum renouvelables. Les règles ont vraiment été durcies et on s'interroge vraiment sur ce qui va être mis en œuvre par la suite parce que si le gouvernement se rend compte que là, les mesures vont devoir être poursuivies pendant un certain temps, je pense qu'au bout d'un moment, le dispositif d'activité partielle, il ne pourra plus tenir en fait. Donc, il faudra être très attentif à ce qui est évoqué par la suite. Alors, je pense que c'était la question c'était la dernière question, puisqu'on ne voudrait pas être la cause du fait que vous ratiez potentiellement l'allocution de notre cher président de la République. Alors, écoutez, avant de laisser bien naturellement les mots de la fin à Alison, merci d'être aussi nombreux pour nous suivre. Je pense, on ne l'a pas encore évoqué avec Alison, mais au regard de ce qui va être annoncé ce soir, en début de semaine, je pense qu'on se donne un rendez-vous pour l'épisode 2 de cette saison 3, à mon avis, jeudi prochain. Je pense, on va voir nos agendas, mais je pense qu'on va vous proposer un live le jeudi prochain au regard de tout ce qui va se passer d'ici cette fin de semaine et début de semaine prochaine. Je pense qu'il ne sera pas inutile qu'on repasse un petit point ensemble et surtout pour répondre à vos questions pour qu'au plus vite vous soyez sécurisés dans vos interventions. Donc, je vous dis certainement la semaine prochaine et bien naturellement, je laisse le mot de la fin à Alison. Eh bien, merci Régis. De nouveau, ravi d'avoir pu échanger ensemble ce soir et merci encore à Régis de m'inviter régulièrement. On espère que ça a pu vous aider un petit peu à y voir plus clair sur certains points et comme le dit Régis, vraisemblablement, cette saison 3 n'est sans doute pas terminée. Donc, on vous retrouvera avec plaisir la semaine prochaine si
Si les annonces le font ressentir, et ça devrait être le cas ou la semaine suivante. Voilà, et bien merci beaucoup. Grand merci, très bonne soirée. On vous dit probablement à jeudi prochain. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour toutes les questions. Puis on fera un temps pour vous certainement jeudi prochain. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Alison, grand merci de ta participation. Avec plaisir, Isis, toujours. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.